La Slovénie est un petit pays européen né de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Elle est essentiellement bordée par l'Italie, l'Autriche et la Croatie. Sa faible exposition au littoral l'affranchit du tourisme de masse. Elle jouit d'une économie positive et la population rayonne d'un certain art de vivre, de quiétude et de sérénité. Son économie repose sur l'agriculture et le bois forestier. Le karst est omniprésent dans tout le pays. C'est une vaste structure rocheuse calcaire érodée par d'innombrables rivières tant aériennes que souterraines. Elles ont donné naissance à d'impressionnantes grottes et autres reliefs souterrains. Le sud du pays est garni d'immenses et profondes forêts d'épicéas centrées autour de la région de Kosevi. Ces forêts hébergent le lynx et le loup, mais aussi l'ours, animal emblématique du pays, recensé à hauteur d'environ 1000 individus, présent aussi en Croatie, pays voisin. Qu'il soit blanc ou brun, l'ours a toujours exercé une fascination sur l'imagination de l'homme. Au motif de la frayeur ou de l'exaltation, qui d'entre nous ne souhaiterait pas cette rencontre ? La population des plantigrades n'est nullement menacée en Slovénie. Bien au contraire, elle est même en expansion depuis quelques décennies et plutôt bien acceptée par les Slovènes. Alsacien de souche, Fabien Barré voue une passion pour la Slovénie. Il s'est installé dans ce pays il y a quelques années et organise des activités de découverte pour les plus aventuriers et particulièrement les rencontres avec l'ours brun. Tu vas voir trouver des pattes de griffes ou des poils ou quelque chose. Parce que ça va super haut, tu vois. Tu vois, il y a des petites... des larves comme ça, là. C'est vraiment minuscule. Ah, ça, c'est du bostriche. Bostriche. Ça s'appelle le typographe du... On l'appelle aussi typographe parce qu'il crée des galeries, ça fait des dessins en fait. Ouais, ça a vraiment affaibli tous les... Au sud de Kosevi, la forêt près de la rivière Kolpa est très accidentée. De l'autre côté de la rivière, on aperçoit les petits villages croates. Cette région accueille une faune extrêmement riche et diversifiée. La petite rivière Kolpa fait office de frontière entre la Croatie et la Slovénie.
Sa vallée recèle le meilleur qu'il soit donné d'admirer aux visiteurs. Bordée par des hautes falaises délimitant les forêts, elle offre des paysages inoubliables. La Slovénie est le pays du cincle plongeur. Ce petit oiseau à queue courte, coutumier des rives des cours d'eau rapides, trouve sa nourriture dans l'eau. C'est également un excellent plongeur. Sa présence témoigne de la pureté de l'eau. Il raffole des torrents peu profonds au fond caillouteux. Pour pêcher, il utilise une technique particulière. Après avoir plongé la tête la première dans l'eau, il remonte le courant en s'appuyant sur le lit du cours d'eau. Il se nourrit de plantes et algues aquatiques qu'il trouve sous les cailloux qu'il retourne avec son bec. Le pays étant riche en torrents et rivières d'altitude, le maintien de l'espèce est assuré dans tout le pays, comme ici dans le lit de la Kokra, au nord. Au retour avec Fabien, en quête d'indices dans la forêt. Et là, en fait, tu sais que c'est de l'écureuil parce que tu vois, il reste des petits morceaux comme ça. D'accord. Ce serait un campagnol. En fait, tout serait nickel. Il n'y aurait plus aucune fibre qui dépasse, en fait. C'est ce qui permet de faire la différence entre l'écureuil et puis les campagnols. D'accord. Et puis là, voilà, Donc, c'est de l'écureuil là. Il convient de s'imprégner de cet environnement avant d'envisager la rencontre avec l'animal suprême. Fabien est tout à fait dans son rôle pour cette mission. Nous tombons sur une pierre de sel posée par un garde. Le but est d'améliorer l'apport en sel pour les animaux sauvages afin d'augmenter leur résistance et favoriser leur cantonnement dans la forêt. La pierre, le sel, l'eau en fait fait couler le sel. C'est le sel. Et là, si tu veux, Ah, ouais. c'est salé là. En fait, tu as tous les animaux qui viennent lécher le tronc. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois, ils ne peuvent pas se permettre de planter un poteau. Parce que le poteau, il creuserait autour, il enlèverait. Donc à chaque fois, c'est toujours un arbre qui est sculpté, qui est bien enraciné. Et puis là, tu vois. Les traces de chevreuil et de sanglier sont fréquentes sur notre passage. Tu vois, là aussi. Mais là, on est plus dans le milieu. Vu la largeur, c'est peut-être du chevreuil, non? Parce qu'il n'est pas bien large. Ou du sanglier, peut-être. Ouais, il passe là-dedans. Il y a peut-être des sangliers aussi. Ouais, ils viennent tous y passer. Là. Le karst caractérise la nature du sous-sol un peu partout, surtout dans le sud du pays. Ce contexte karstique permet la formation de dolines, vastes dépressions circulaires propices au développement de microclimats spécifiques et d'une riche végétation, conférant une fonction d'habitat naturel pour de nombreuses espèces. De nombreuses rivières souterraines érodent les roches des Alpes juliennes au nord, jusqu'à la vallée de la Kolpa au sud.
autour de Postajna, et de Cernica, dans le sud-ouest, s'étend le Kras, cette région qui a donné son nom au phénomène karstique. Près de Cernica se trouvent les grottes de Rakov Skosian. Ce site impressionnant est le résultat de l'effondrement d'une partie du plafond de la vallée souterraine de la rivière Rak. Conséquence, de longues gorges ouvertes, des ponts naturels, des grottes interminables. Bien au-dessus, à la surface, un petit sentier nous conduit vers un lieu improbable. Au beau milieu de la forêt se trouvent les ruines d'une église, celle de San Cantianus, qui a donné son nom indirectement à la vallée locale du Rak. Cette petite église date du début du XVIe siècle. Vestige anachronique parmi la préhistoire des lieux, située au-dessus du grand pont naturel parmi les dolines. Tout au fond coule la petite rivière Rak avec toute son histoire. Andrea est un géologue allemand présent par hasard sur le site. Il tombe à pic pour venir décoder les secrets des grottes de Rakov Skosian. Ja, das probier mal. You are used to come here? Ja. Yeah. Ja, ein Rachen hier. Guck mal, willst du mal reinsteigen? Doch rein. Almost 10 years. Yeah. Yeah, this is no more value for geological purposes or speleological purposes. At the left hand, when you exit this cave, very surprised how strong this stone is. I touched it, you know, it's just a drip. But this is very strong. If you try to break it, it's almost impossible. Yeah? And this is a very fragile structure at the end. Now it's fallen, yeah. But the remaining, there's a hole inside, but this is very strong. It's sinter, it's called. And here you have the stalagmite, stalactite. Stalactite, the stalagmite. Yeah. Yeah. So it's the opposite. That's why I use gloves because the fat, the fat of the skin makes it for the water impossible. It takes a few years more to pour this fat from the stone, drip by drip. Do you remember some about the German architecture history? Yeah. In Berlin, the Sports Palace, where Goebbels holds his speeches. The Sports Palace was called the Dripstone Cave because they have a structure at the ceiling, artificial, like this. It really looked like stalactites. That's why the Berliners called it Dripstone Cave. Because they give nicknames to everything, you know. L'ours des cavernes,
est une espèce qui a vécu du nord de la France jusqu'au Caucase, dans une période située entre 400 000 et 25 000 ans. L'espèce est aujourd'hui éteinte. Mais à quoi ressemblait l'ours des cavernes? D'après les renseignements récoltés parmi les scientifiques, on peut en dresser un portrait presque parfait. La bête mesurait 1,30 m au garrot et, se tenant debout, pouvait atteindre plus de 3 mètres. Son poids pouvait atteindre la demi-tonne, alors que la moyenne de l'ours brun d'Europe est de l'ordre de 150 kg. Sa gueule est plus longue et plus fine que celle de son congénère d'aujourd'hui. Son crâne plus large, son front plus haut, de même son profil est plus élancé, ses membres inférieurs étant plus courts que ses membres supérieurs. À propos de ses membres, ils sont beaucoup plus larges et musclés que ceux de l'espèce actuelle. Il faut savoir que cette espèce a cohabité pendant toute son existence avec le plantigrade d'aujourd'hui. L'ours des cavernes vivait principalement dans les forêts du continent européen. Il désertait les plaines dénudées et ne fréquentait pas les zones glaciaires de l'Europe. Sa population se trouvait concentrée en France, en Allemagne, en Italie, dans le nord de l'Espagne et aussi dans le Caucase. Elle évitait les zones montagneuses exposées au vent froid. Dès la fin de l'automne, les ours recherchaient des grottes pour passer l'hiver. C'est cette coutume qui a donné le nom à l'espèce. Il arrivait que des individus meurent de faim pendant cette période d'hibernation, faute de réserves suffisantes, ce qui explique la présence d'ossements retrouvés dans les cavernes. Au printemps, lorsqu'ils se réveillaient, ils se mettaient alors en quête de nourriture à base de fruits, de feuilles et d'herbacées. Des fossiles d'oursons retrouvés dans les grottes ont montré que le rut devait se produire en été ou au printemps. Les grottes étaient aussi souvent le siège de combat entre les ours des cavernes et les ours bruns, les hyènes géantes, mais aussi contre les hommes du Paléolithique qui partaient en chasse contre les plus faibles d'entre eux. Ces chasseurs devaient s'attaquer de préférence aux femelles, beaucoup moins corpulentes que les mâles, et aux petits. D'après des études scientifiques récentes, il apparaîtrait que les espèces de l'ours polaire, de l'ours brun et de l'ours des cavernes seraient étroitement liées et proviendraient d'un même ancêtre. La grotte de Krishna-Yama. Des ossements d'ours des cavernes ont été découverts pour la première fois en 1847 dans la grotte de Krishna-Yama, dans le sud-est de la Slovénie.
50 ans plus tard, lorsque les fouilles ont commencé, ce sont 2000 ossements qui ont été découverts. Des squelettes ont pu être ainsi reconstitués et exposés au musée des sciences naturelles de Vienne. Le crâne d'ours le plus long retrouvé dans la caverne mesurait 45 cm de long. La datation se situe entre 45 000 et 146 000 années. Il est probable que l'ours ait vécu dans cette grotte pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Des traces de griffures ont été découvertes sur les parois rocheuses de la cave. Cette grotte est privée. Elle est unique au monde. Elle est ouverte au public de façon très restreinte afin de la protéger. Elle est restée dans son état d'origine et est vierge de tout équipement. Un guide scientifique est présent pour donner des informations sur la présence de l'ours des cavernes dans cette grotte. Cette immense cave est unique au monde de par ses 22 lacs séparés par des barrières de concrétion calcaire. Ces lacs sont parcourus en bateau après avoir traversé un tunnel. Départ très tôt le matin avant le lever du jour. L'affût se trouve bien au fond de la vallée de la Kolpa, mais à Traba, juste après la frontière croate. Ce matin-là, la pluie s'est invitée timidement et progressivement. Après une bonne heure de marche, nous nous installons dans l'affût, dont le lieu reste secret. La rencontre avec l'ours n'aura pas lieu ce matin-là. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un ancien garde-chasse. Jeff habite un petit chalet près de la vallée de la Kolpa, sur un coteau en lisière de forêt. Si? Oui, pour la verre. Il y a une grosse mèche avant l'année dernière, c'est doux, là. Mère avec un petit. Il y a une neige 1,30 m là-haut, c'est moto, et moi juste arrivé. Il y a une chance. Parce que. Moi? L'ancien garde nous emmène dans une petite clairière régulièrement fréquentée par les ours. Les ours bruns viennent régulièrement se nourrir des végétaux de Jeff, à quelques mètres seulement de son jardin. Ce n'est pourtant pas une très bonne idée, en tout cas pas du tout recommandée par les autorités. En effet,
Ce geste a tendance à habituer les ursidés à se rapprocher des habitations. À l'est de Piuca, Ursa Evalis est l'unique chambre d'hôte accessible au centre de la plus vaste réserve naturelle interdite au public. C'est aussi la maison du directeur du centre forestier. Sa mission est de garantir la protection de la faune et essentiellement celle de l'ours brun. Sa femme Marietta nous accueille généreusement. Elle assure également un lien permanent avec les divers médias. À plus de 20 km de la première habitation, le silence règne en maître sur Ursea Vallis. Sandy, notre guide, connaît la forêt de Yuricé comme sa poche. Impossible d'espérer de rencontrer un ours slovène sans l'aide d'un tel guide. Le lieu de l'observatoire est tenu secret. Une plateforme en haut d'un arbre domine un site habituellement fréquenté par les ours. Plusieurs sites de ce genre ont été équipés par Sandy. Après l'échec du premier affût, nous tentons notre chance le lendemain sur un deuxième site équipé d'une petite cabane en bois pouvant accueillir 3 personnes. Cette cabane surplombe une grande clairière bordée de résineux. Certainement à la recherche de nourriture. On voit pas les petits, mais les petits doivent pas être bien loin. Là, voilà un petit, là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les naissances ont dû avoir lieu l'année dernière.
À 1000 kilomètres de là, à l'est, se trouve le pays d'Europe qui détient le plus grand nombre d'ours bruns. La Roumanie est sortie de la dictature en décembre 1989. Elle porte encore les stigmates de ces années de pression sévère. À l'époque, la priorité n'était pas à la protection des espèces. Lorsqu'un individu était capturé, il était mis en cage et trouvait sa place dans les eaux où il était enfermé. Le monde rural n'est pas très riche et pratique encore une certaine forme d'agriculture rudimentaire. La présence de l'animal aux côtés de la population est plutôt bien vécue, voire même revendiquée. Ces gens du pays connaissent bien la faune sauvage et entretiennent des liens étroits avec celle-ci. Beaucoup de chasseurs se sont reconvertis dans la commercialisation de safaris pour l'ours. Cela est devenu pour certains une véritable manne, mais aussi une bien plus noble vertu. Il existe en Transylvanie, à 150 km au nord de Bucarest, une vaste réserve de protection de l'ours brun. Elle héberge également le loup et le lynx. Ce sanctuaire de 27 hectares sur la commune de Zárnesti a pour vocation de sauver des individus en captivité, détenus dans des cages, blessés ou malades. Certains animaux sont tellement atteints qu'ils ne retrouveront jamais leur état sauvage natif. Andrea est guide dans le sanctuaire. Il explique comment les ours sont traités ici. Si les clôtures sont électrifiées, c'est pour éviter que les animaux ne les escaladent pour s'échapper. Si elles sont électrifiées des deux côtés, c'est pour éviter que des congénères ne viennent de l'extérieur se battre à travers le grillage. Dans cette cage, une femelle d'ours est restée enfermée pendant plus de 12 ans, livrée à des foires et à des attractions touristiques. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa liberté et profite d'une vie paisible avec d'autres congénères à l'intérieur du parc. Le réseau ferroviaire roumain est abondant. Et, bien que rudimentaire,
il dessert nombre de villes et villages. Le chemin de fer est très utilisé par les Roumains parce que fiable et bon marché. Le train est aussi une façon de s'imprégner des paysages bucoliques et de découvrir la nature roumaine. Le train au départ de Făgăraș longe les crêtes des montagnes dites Munții Făgăraș. Belle région des Carpates. La ligne que nous avons empruntée longe des sommets qui culminent jusqu'à 2000 mètres et dans lesquels l'ours est bien présent également. Les monts Făgăraș forment un maillon important de la chaîne des Carpates. Longue de 70 km, large de 40 km, elle est dominée par le sommet de Moldoveanu qui culmine à 2500 mètres. Ce massif est le plus haut des Carpates du Sud. Il recèle de nombreux lacs glaciaires et est traversé par la célèbre route Transfăgăran. Surnommé les Alpes de Transylvanie, ce massif est un joyau de cimes abruptes et de paysages magnifiques. Ces montagnes sont bordées d'épaisses forêts et de nombreuses prairies. Les vallées de cet écrin magique hébergent des espèces inattendues. Soudain, dans le bois, des craquements légers se font entendre. Ce ne sont pas les corneilles mantelées qui sont à l'origine de ces bruits. Seul le silence est compatible avec la présence de la bête. Elle est bien là, là où personne ne l'attendait. Les animaux ont tout compris. Ils savent que c'est dans les clairières qu'il y a le plus de chances de trouver de l'éventuelle nourriture déposée par les humains. La Roumanie est le pays du cheval. Bien que la population équine diminue de jour en jour, il n'est pas rare de rencontrer des attelages sur les routes de campagne. C'est un héritage de la tradition qui se perpétue dans les petites exploitations agricoles où les anciens et les plus modestes continuent à utiliser le cheval de trait, considéré comme un fidèle compagnon. Le cheval de sport est également encore élevé dans le pays. Sa présence est de mise dans presque toutes les fermes dignes de ce nom et font la fierté de leurs propriétaires. Il suffit d'emprunter le chemin du parc national de Piatra Craiului à la sortie de Zărnești, près de Brașov, pour découvrir ces chevaux dans de magnifiques prairies. Le massif de Piatra Craiului
est la montagne la plus belle et la plus spectaculaire des Carpates. Elle culmine à 2258 mètres. Au sommet, la Haume. Réserve de nature depuis 1938 et parc national depuis 1990, Piatra Craiului recèle une faune et flore exceptionnelles. Le sentier de Zarnesti est de loin le plus bucolique. Le petit ruisseau qui le borde vous plonge dès le début dans l'ambiance d'une faune et d'une flore de contes de fées. Il est fréquenté constamment par des bovins habitués à ces eaux pures. À mesure de son ascension, le massif karstique dévoile ses sculptures naturelles et sa faune. Le parc naturel de Piatra Craiului. Il est riche en canyons et très convoité par les randonneurs et les sportifs. C'est le seul endroit où le calcaire est présent au-delà de 2000 mètres. Les lieux sont cohabités par les ours et les hommes, ceux-ci étant de plus en plus nombreux à y faire des incursions toute l'année. Les ours n'aimant pas être dérangés, ils sont devenus minoritaires en ces lieux. Près de Bled, dans le parc national du Triglav, se trouvent les gorges de Vangtar. Elles ont été découvertes en 1891 et sont maintenant accessibles par un petit sentier. Au fond des grottes s'écoule sur 1600 mètres l'eau très pure de la rivière Radovna. En de nombreux endroits, elle se transforme en magnifique cascade que lui impose le relief. La cascade de Chaume est la plus haute avec ses 16 mètres d'amplitude. De part et d'autre du sentier des gorges apparaissent des petits monticules de pierre soigneusement empilés.
Ce sont des cairns, objets d'une pratique coutumière des randonneurs voulant marquer un site de caractère exceptionnel. Certains sites sont devenus d'interminables champs de cairns, plus ou moins artistiques, selon l'interprétation que l'on en fait. Le Monti Boucheg culmine à plus de 2000 mètres. Dans ce parc, la forêt y est plus dense, les chemins de randonnée plus ardus. Les galets ont remplacé les roches calcaires du nord. Sur le chemin, au fond de la vallée de Sinaya, nous avons trouvé des empreintes d'ours adultes, bien ancrées dans la boue du matin. En ces lieux au-delà de 1500 mètres, en mai, la forêt y est encore toute tapissée de neige. Des traces de pas de loup sont bien visibles en de nombreux endroits. L'animal y est donc bien présent au-delà de 1500 mètres. Que ce soit en Slovénie ou en Roumanie, on assiste depuis peu à un baby-boom de l'ours. Montrer du doigt le réchauffement climatique. Dans le dernier pays cité, la population avoisine les 10 000 individus. La fréquence de la reproduction des plantigrades a quadruplé en moins de 50 ans. Aujourd'hui, la moyenne est de 2 reproductions par an. L'évolution des mentalités et la présence de l'orphelinat de Žarnosti contribuent aussi à la sauvegarde de l'animal. Est-ce que la population s'en plaint ? Nullement. Nous avons pu constater une certaine harmonie entre les citoyens des deux pays et l'ours brun. Une symbiose empreinte de fierté, revendiquée au même titre qu'un patrimoine national.